L'émission Virage vous est présentée par IA Service aux concessionnaires. Vivez une expérience exceptionnelle d'achat de véhicules avec les meilleures protections offertes dans le domaine. Bienvenue à Virage. Aujourd'hui à l'émission, nous avons en studio le Dodge Challenger 392, beaucoup de puissance, et on va vous dévoiler le modèle ou la version un petit peu plus tard parce qu'il y en a plusieurs des versions. On a aussi l'essai du Lexus RX, c'est un tout nouveau véhicule évidemment. On poursuit nos chroniques avec des harnais, pneus et mécaniques. Paul Lopiné vient nous présenter une de ces fameuses voitures exotiques. Beaucoup de nouvelles de l'industrie et à la fin de l'émission, on répond à vos questions. 670-9078, poste 230 ou encore virage@telemac.tv ou via notre Facebook. C'est des façons de nous poser vos questions et commentaires. Jacques, bienvenue. Marc Bouchard, salut. Salut, Daniel. Salut. Ça va bien? Merci, oui. Wow. Ouais. Plusieurs choses à l'émission aujourd'hui, de belles choses. Marc, tu es arrivé avec une Challenger 392. Lequel des 127 versions tu as? C'est la 392 4-pack Wide Body. Bon. Tu vois, c'est simple. Il faut savoir qu'effectivement, il y a plusieurs versions. Là. Ça va de la SXT, la RT, la GT, GT traction intégrale, SXT intégrale, les Wide Body ou les pas Wide Body, les 392, les Hellcat, les Red Eye, bref, et la Super Stock. Donc, on part dans, si on veut un Challenger, ça part de 38 000 jusqu'à 112 000 ou à peu près. Tu as le choix. Ouais, et ça va de quelques centaines de chevaux à 807 chevaux avec la Super Stock. Bon, nous, on a été raisonnable. On a la version 392. 392, évidemment, c'est les pouces cubes du moteur. Hein? On se rappellera que c'est historiquement ce qui allait avec. Quand même 485 chevaux. C'est jumelé à une boîte automatique, la TorqueFlite 8 vitesses. Ça va très bien. Je t'avoue que ce véhicule-là, il est sur ses derniers milles. Parce qu'on sait que l'usine de Brampton, en Ontario, ça achève. Du côté de Challenger, on a présenté des versions Lascal, parce que je ne les ai pas nommées tantôt. C'est des éditions limitées. Il y en a 8 ou 7. Il y en a 7, c'est des éditions limitées. Donc, on sait que ça achève. Ce véhicule-là, donc, achève. Mais j'ai une grande tristesse à le voir disparaître parce que c'est de tous les muscle cars, celui que je préfère. C'est celui qui a su, à mon sens, conserver le mieux l'aspect nostalgique du muscle car des années 70. Absolument. Puis c'est lui qui offre la meilleure qualité de construction. Également de ce qu'on réussit à faire du côté de chez Ford parce que c'est la Mustang et la Camaro. Là, c'est les deux seules vraies concurrentes à cette voiture-là. Mais là où le bas blesse, c'est le nombre de versions. C'est là où on est en train de se perdre un peu du côté de chez Dodge parce qu'on a déjà eu une question dans les dernières semaines, laquelle j'achète là, pour la garder comme véhicule de collection. Bien là, il y a un an, on aurait dû un modèle. Il y a 2 ans, un autre modèle. Il y a 3 ans, un autre modèle. Donc là, les versions, on les multiplie un peu pour justement écouler probablement ce qui reste à écouler. Il y aurait eu de la place pour moderniser un petit peu cette voiture-là, pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Mais on joue sur la nostalgie, on le fait très bien. Puis ça va faire mal lorsque cette voiture-là va partir, même si ça ne se vend plus énormément, évidemment. Moi, je pense que ce que Chrysler ont voulu faire, c'est de la conserver, comme Marc disait tout à l'heure, la plus pure possible ou la plus proche des premières voitures qui ont sorti dans ce créneau-là. Moi, quand je pense aux voitures populaires des années 70, 75, 80, à l'époque de la série Trans Am, tu sais, il y avait les Camaro, il y avait les Mustangs, et il y avait bien entendu ce véhicule-là qui était en piste. Et c'était des voitures extrêmement populaires et extrêmement bien préparées pour donner un spectacle comme ça devait. La voiture qu'on a ici à conserver, si on veut, son âme là, à vraiment conserver, alors que tu embarques dans une nouvelle Camaro ou tu embarques dans une Mustang, c'est absolument plus un muscle car. Tu as un nom avec un tour de voiture qui est doux, qui est confortable, Mais ça, là, quand tu embarques là-dessus, là, t'es mieux d'avoir les 2 mains sur le volant
parce que tu sais que tu conduis un muscle car. Un Mark. Surtout avec les pneus arrière larges comme ça. C'est ça. C'est tout ce qu'il y a comme trou sur la route, Mais on va les chercher. Ça les cherche toutes. Alors, il faut que tu aies les mains sur le volant parce que la voiture fait ça à tous les moindres lézardages qu'il y a sur la route et trous. Alors, au niveau confort, c'est pas là. Moi, je me rappelle toujours d'une histoire que j'ai déjà racontée ici, l'histoire de Mario Andretti, qu'on lui demandait comment est-ce que c'est. Il dit, tant et aussi longtemps que tu ne mets pas la langue entre les dents, il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'au niveau suspension, c'est solide, c'est rigide. Et on a juste à voir aussi, c'est monté avec des Bilstein, Marc, si ma mémoire est fidèle, des disques breaks. On regarde la grandeur des disques breaks qui a après ça des freins à disques, là, des freins Brembo, bonne suspension, bien travaillée, justement pour que si tu as une belle route, un beau circuit, tu vas pouvoir t'amuser. Mais sur la route de tous les jours, exemple, qu'on est à Québec et qu'on allait à Montréal, etc., bien, c'est certain que tu as des limites de vitesse. Alors, c'est mieux d'avoir les yeux sur le tour de la tête parce que rapidement, tu es rendu à la limite et tu as dépassé. Mais je suis obligé de dire que c'est une des voitures. C'est vrai que tu as toujours la sensation que tu dois te battre avec la voiture, mais c'est une des voitures les plus agréables à conduire. C'est vrai que ça a un volant gros comme un autobus scolaire. C'est vrai que ça couraille d'un côté puis de l'autre, mais la sonorité du moteur est incroyable. Évidemment, nous, on a une version particulière avec des suspensions adaptées et tout. Mais je peux te dire qu'il a fallu que je demande la permission à ma femme pour partir avec ce matin parce que quand cette voiture-là est en la cour à la maison, c'est le premier qui sort en courant pour mettre la main sur le volant. C'est un plaisir incroyable à conduire cette voiture-là. À suivre l'histoire de cette voiture-là. J'ai l'impression que c'est même pas terminé encore. On nous réserve probablement encore d'autres surprises avec ce fameux Challenger. Mais ça finit plus par finir. Honnêtement, ça ne me décevra pas s'ils ont des surprises. Allez courir, vous réserver votre modèle parce que, évidemment, comme Marc l'a dit, ça achève. Merci beaucoup, messieurs. On se reparle tout à l'heure. Alors, on s'arrête pour une pause et au retour de la pause, on se déplace chez Desharnais Pneus Mécaniques. Car Expert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. Car Expert à la fine pointe de la carrosserie. Cette chronique vous est présentée par Napa Auto Pro en collaboration avec Desharnais Pneus et Mécanique. Pour le service, la mécanique, les pneus, Desharnais, c'est juste parfait. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécaniques et je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut, Danny. Salut, Daniel. Ça va bien? Très bien, merci. Alors, à la chronique mécanique, aujourd'hui, on va parler du système de freinage, on va parler de l'entretien de composantes assez inhabituelles que nous avons ici devant nous. Mais avant, c'est l'importance avec l'automne et surtout l'hiver qui s'en vient, d'avoir un bon système de freinage. Donc, il faut l'entretenir. Exactement. Puis, c'est pas seulement avant la période hivernale. Oui, c'est un très bon moment pour entretenir votre système de frein, faire un nettoyage, s'assurer que le système de freinage fonctionne adéquatement. Mais l'entretien de frein devrait devenir une routine pour les consommateurs une fois par année. On en a parlé tantôt, les véhicules roulent un peu moins, le télétravail. Ensuite de ça, les véhicules électriques, les freins sont beaucoup moins sollicités qu'un véhicule normal. Donc, pour toutes ces raisons-là, d'entretenir un système de frein, ce que ça permet de faire, ça permet de prolonger la durée de vie de vos pièces de frein. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous faites un entretien de frein? Premièrement, le but, c'est de démonter les étriers, graisser, enlever les parties de l'étrier, s'assurer que le fonctionnement est très bon. Ensuite de ça, on va travailler au niveau des disques et des plaquettes. C'est de sabler pour donner un appui le plus uniforme possible. Quand on voit un disque qui a seulement une partie très mince qui n'est pas rouillée, là, c'est clair que votre plaquette ne fonctionne pas à 100 % et le système de freinage est réduit considérablement. Absolument. Et la distance de freinage. Il y a différents types de freins également. On a des freins à disque 4 roues, on a des tambours en arrière. Donc, il faut vraiment que le tout soit très bien nettoyé pour que ça fonctionne à merveille. Tu en as parlé, c'est vraiment très important. Il y a d'autres composantes au système de freinage, Danny, puis tu as apporté des choses ici qui ne contribuent pas vraiment à freiner le véhicule, mais qui sont importantes. Qui sont drôlement importantes. Puis, Daniel, une des dernières chroniques qu'on avait fait, on avait mis beaucoup d'emphase au niveau des plaquettes, des disques, les types de catégories, ces choses-là. Il y a une des parties du système de freinage qu'on parle à peu près jamais, c'est au niveau des tôles de protection qui sont situées à l'arrière des disques. Souvent, les garagistes vont dire « la tôle est rouillée », comme on peut voir ici, on va l'enlever.
on va l'enlever, elle tient presque plus. Est-ce que c'est dommageable d'enlever une tôle de protection? La réponse, c'est oui. Pourquoi? Ça sert à de quoi? Si les ingénieurs ont mis ça sur les véhicules, il y a des raisons à ça. Une des raisons principales, c'est de contrôler la chaleur. Ce qu'on veut éviter au niveau des systèmes de freinage, surtout les disques, c'est les changements de température très, très brusques. Les disques chauffent. Finalement, on n'a pas de tôle de protection. La neige, la glace, peu importe, va frapper sur le disque. Donc, on va avoir un genre de choc thermique, si on peut dire. C'est souvent ce qui crée, on dit, ça commence à vibrer, ces choses-là. C'est une des causes. L'autre cause, tôle de protection, ça le dit, ça va empêcher les cailloux, ça va empêcher des saletés de rentrer, souvent entre les plaquettes puis les disques. Combien de fois que ça arrive qu'on a véhicule, on vient de faire les freins, malheureusement, il n'y a plus de tôle de protection. On en a parlé aux consommateurs, pas trop d'intérêt à les remplacer. Quelques semaines après, le client revient avec 2 belles lignes sur le disque encavé qu'on doit soit remplacer le disque ou le tourner à la limite. Pourquoi? Il y a une pierre qui est venue, un petit caillou qui est venu se loger entre le disque et la plaquette. Donc, quand votre garagiste comme Desharnais, vous parle de vos tôles de protection, prenez le temps d'écouter parce que, durabilité accrue au niveau de votre système de freinage. Donc, des fois, les gens disent, il me semble que mes freins que j'ai fait remplacer ont duré moins longtemps que mes freins d'origine. Il y a peut-être quelques petites raisons comme ça qui sont à l'arrière de ça. Absolument très important. Et tu en as parlé très brièvement, la qualité lorsque vient le temps de remplacer son système de freinage. Il y a différentes qualités. Évidemment, on veut toujours payer le moins cher, mais il faut y aller avec un bon rapport qualité-prix. Oui, puis pour te ramener au début de la chronique, on disait que des fois, les gens roulaient moins avec certains véhicules, télétravail, ces choses-là. Bien, c'est encore plus important de mettre une plaquette de qualité, un disque de qualité, parce que si on travaille avec, par exemple, un entrée de gamme, comme on appelle communément, bien, ce qui va arriver, c'est que la rouille, rapidement, va apparaître sur le disque. Au niveau des plaquettes, ça va créer certaines zones avec des spots sur le disque, si on peut dire. Fait que ça va créer des problèmes de freinage. Des fois, ça vaut la peine d'investir un petit peu plus, d'avoir des plaquettes de qualité, des disques de qualité, puis pas avoir besoin de les remplacer rapidement. Les fameux freins qui crient, ça peut être une bonne indication, parce qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait de la vibration là, au freinage. Souvent, quand il y a de la vibration au freinage, il est déjà trop tard, ou si ton volant vibre, il est déjà trop tard. S'il y a une vibration au niveau du volant, malheureusement, Daniel, on va avoir des pièces à changer. Ça ne sera pas avec un entretien de frein qu'on va régler ça, malheureusement. C'est que là, il y a eu quelque chose au niveau du disque, comme je parlais tantôt, que ce soit au niveau de le disque surchauffé, a glacé, mais clairement, il s'est passé quelque chose. Puis malheureusement, quand on en arrive là, ça coûte un travail de frein complet, au lieu de juste un entretien, comme on a parlé tantôt, qui est une fraction du prix si on compare avec un remplacement de frein. Merci beaucoup, Danny. Ça fait plaisir, Daniel. Voilà de retour à Virage avec Marc Bouchard pour les nouvelles de l'industrie. Alors, Marc, plusieurs nouvelles de l'industrie. On commence avec quoi? On commence avec une voiture à hydrogène. Et là, j'entends déjà les gens qui sont partisans de la voiture électrique pour dire ça n'a pas de bon sens, ça prend des infrastructures de fou, c'est pas pratique, c'est pas toutes sortes d'affaires. Bien, il y a une compagnie, en fait, qui s'appelle Namex ou Namex, qui s'est associée à rien de moins que Pininfarina, qui est un designer bien connu pour avoir fait notamment quelques Ferrari. Hein? Oui. Et dessiné plusieurs voitures européennes là, et de renom. Oui, effectivement. C'est vraiment une sommité dans son monde. Et il a créé une voiture à hydrogène. Écoute, c'est très particulier comme véhicule. D'abord, c'est assez rapide. Hein? On est capable quand même. C'est un VUS, 0-100, 6,5 secondes. On dit qu'il y a une autonomie de 800 km. Ce qui est assez spectaculaire. Elle vaut entre 60 et 95 000 €, donc à peu près 140 000 canadiens. La particularité, au-delà du design et de la technologie à bord, la particularité, c'est vraiment la façon dont on a stocké l'hydrogène à l'intérieur. Et en fait, on a 2 réservoirs, mais on a de multiples cellules. Et ce sont vraiment, comme on peut la voir dans la vidéo, là, des petites cellules amovibles. Donc, on enlève la cellule, on peut la recharger, et ça va tout ça avec un réseau de recharge à domicile. Donc, on s'en va chez vous, on t'apporte les petites cellules d'hydrogène que tu changes toi-même de façon automatique, évidemment. Donc, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de station de recharge, et la voiture serait capable de fonctionner de cette façon-là.
Bien, c'est ça qui est le génie de l'affaire parce que tu as quand même un réservoir principal que tu peux faire recharger normalement dans les stations s'il en existe près de chez vous. Exactement. Sinon, on peut installer, s'il n'y a pas d'infrastructure dans ta région, on peut installer un mur de cellules. Ouais. Et là, tu fais le transfert toi-même. Ça prend 3 minutes à faire le transfert de tes cellules. Ou encore d'autres façons, livraison à domicile. la livraison où on peut t'envoyer 10 cellules, puis là, tu échanges au fur et à mesure. Mais le mur qui permet de changer ces cellules, c'est que si le carré rouge, tu n'y touches pas. Non. Carré vert, tu la prends, tu mets la tienne dans un carré rouge, elle se recharge automatiquement et une autre personne peut la prendre. Le problème, Je pense que ça fait un certain sens. Ça fait un certain sens. Le problème, en fait, du mur, et c'est pour ça que j'en avais pas trop parlé, c'est qu'il y a actuellement beaucoup de contestations à l'égard d'une installation comme celle-là, en disant c'est très dangereux. Évidemment, ça veut dire aussi une installation de recharge quand même qu'il faut construire, alors que le réseau de livraison à domicile, il n'y a pas de construction nécessaire. Mais bon, avant qu'on en arrive à ça... Il y a différentes façons. Bref, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on travaille encore et on croit encore à l'hydrogène. L'hydrogène C'est n'est ça pas qu'il faut mort, comprendre. hein? Je veux dire, oui, ça, on parle d'une petite start-up là, qui part avec un véhicule un peu flyé, mais on sait que BMW a dit qu'il travaillait toujours sur l'hydrogène. On sait qu'il y en aura d'autres qui travaillent sur l'hydrogène. Donc, ce n'est pas fini. Par contre, on n'oublie pas l'électrique, évidemment, non plus. Et RAM va finalement arriver avec son RAM 1500 électrique. On devait le présenter là. Finalement, là, on est rendu au CES en janvier. Donc, c'est au Consumer Electronics Show, on le sait, qui se tient à Las Vegas. C'est là qu'on va voir le concept. Et je dis bien le concept parce que c'est pas encore... On ne peut pas arriver avec un concept. On ne peut pas arriver juste avec un concept. Je pense qu'on est tellement en retard qu'il faut Silverado qu'il arrive vont avec quelque livrer leur premier camion dans un an et demi ou à peu près, mettons un an. Là. Puis ça fait déjà des mois que le Lightning est en marché. Oui, et on a des annonces temps plein de la part de GM à la télé, et RAM n'ont toujours rien montré. Non. Alors que Mais- c'est les champions pour montrer leur véhicule rapidement. Fait qu'ils ne peuvent pas arriver avec un concept, ils vont arriver pas mal avec une version finale. Il faut, là, de toute façon, avec des vraies données techniques, ce qui actuellement n'existe pas, mais il va falloir absolument aller là parce que... Ils sont les derniers. Il Ouais. faut qu'ils soient les plus spectaculaires. Ils Ouais. sont condamnés à être les plus spectaculaires. Ils ne peuvent pas arriver avec quelque chose de banal. Non, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, cependant, parce que dans ce milieu-là, tu sais, ça brasse pas mal. Et là, il y a Rivian qui vient d'annoncer que leur plus grosse batterie était reportée. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais j'ai très hâte de voir. Mais les esquisses sont belles. On dit qu'il va excéder ce que le Lightning propose avec une batterie de 131 kWh. Écoute, je ne retiens pas mon souffle, mais j'ai hâte de voir. Je m'attends à quelque chose de bien. Effectivement. Alors, connaissant ton enthousiasme délirant pour la chose, je ne pouvais pas ne pas te parler du EX90 de Volvo. Qui, encore une fois... Les feuilleuses se dévoilent un petit peu plus. Encore une fois, se dévoile par petits morceaux. On sait là que ça va se dévoiler au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Mais là, on arrive avec des petits détails. Ce qui est quand même particulier, cependant, c'est on parle d'un coefficient de traînée de 0,29. C'est l'équivalent d'une Lamborghini, juste comme ça. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans la réalité. On a des tout petits détails. On a vu des détails de l'intérieur. Là, on est rendu à des détails de l'extérieur. Écoute, il fallait en parler. Tout comme je dois te parler, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, de Tesla et de son Cybertruck. On sait que Tesla nous a promis depuis 2 ans qu'ils sont supposés vendre le Cybertruck. Là, la dernière trouvaille, c'est que ça va commencer la production de masse en décembre 2023. Donc, dans un an. Un an. La production. On C'est la annonce promesse. la production dans 2 ans. Dans un an. Donc, ça Dans veut dire un que les an, premiers donc, véhicules vont arriver dans un an et demi ou à peu près. Évidemment, on nous dit qu'on a des centaines de milliers de personnes qui ont réservé. C'est vrai, ça coûte 100 $ réserver un Cybertruck. Je pense que pas mal tout le monde peut le faire. On ne sait pas le prix, on ne sait pas la configuration, on ne peut pas encore le commander parce que sur le site, ce n'est pas encore disponible. En fait, il l'était et ils l'ont enlevé. retiré. Et Puis c'est là, ils ne l'ont toujours pas remis encore. Donc, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que les vitres ont craqué au moment où ils ne devaient pas le faire. Mais en tout cas, bref. Qu'on souhaite toujours un changement esthétique, mais ça, il semble que non. Effectivement. Non, ça n'ira pas. Toujours dans le monde électrique, il y a Cadillac qui a annoncé cette semaine que les acheteurs de Cadillac auraient droit à un chargeur gratuit.
Il faut cependant apprendre à lire entre les lignes, OK. parce que ce n'est pas tout à fait ça la réalité. En fait, on va payer l'installation du chargeur chez vous, mais vous devez payer le chargeur vous-même. OK. Donc, en partant, on sait qu'il est finançable, c'est une subvention de 600 $ du gouvernement du Québec. Autre détail, il faut qu'il soit livré avant le 31 décembre 2022. OK, donc on fait livrer le chargeur, mais le véhicule va arriver Non, quand? il faut que le véhicule soit livré avant le 31 décembre 2022. Ce qui me Ça veut dire faisait... qu'ils n'en payeront pas. Ça ne coûtera pas cher de Ça chargeur. coûtera pas LG. cher. Alors, évidemment, Voici, on espère qu'ils vont Voici prolonger. quelque chose qui pourra être reporté dans le temps, là, mais on va voir si la date tient toujours. Moi, j'ai trouvé ça absolument savoureux de dire on fait un plat avec ça et on arrive. Bref. Il n'y en aura pas de véhicule de livrer. C'est Non, non, compliqué. pas du tout. Alors, on est rendu là, mais c'est ça. Donc, il faut livrer avant le 31 décembre. On n'est pas rendu là. Et une dernière petite nouvelle pour toi. Porsche qui nous annonce une 718 Edition Style. Écoute, c'est la Cayman et la Boxer, là, les 718. Je trouve qu'elle est absolument magnifique. Ce qui m'a un petit peu fait tilter, en fait, c'est que leur slogan, c'est pour les gens qui veulent se démarquer dans le trafic. En gros, si tu veux show-off avec ta voiture, tu t'achètes une Style Edition. Bon, écoute, tu auras remarqué, tout ce qu'on a, en fait, c'est des éléments esthétiques. Là. Il n'y a pas vraiment de différence mécanique. Elle est super belle, elle est magnifique. C'est déjà des voitures absolument magnifiques, il faut le dire. Donc, je pense que c'est assez réussi de ce côté-là. Mais bon, que veux-tu? Bon, oui, on a mis des collants. On C'est a mis ça, des collants on sur a la mis des carrosserie. collants. Et une toute dernière, Ford Oakville, l'usine qui devrait se changer en électrique. On devait avoir 5 modèles. Ça se peut qu'on en ait juste 2, l'Explorer et l'Aviator qui vont être faites là-bas. On ne sait pas ce qui va se passer. Et le président du syndicat dit, ce sera peut-être le fun qui commence à transformer l'usine parce qu'il semble que les travaux ne sont pas encore commencés alors que c'est supposé se fermer à la fin, début de 2024. On a des délais chez GM, on a des délais chez Ford, puis on le sait du côté de chez Chrysler. Alors, ça ne va pas aussi vite qu'on pourrait l'espérer du côté de l'électrification. Non, effectivement. Il y a des reports dans pas mal toutes les compagnies et je pense que la transformation de l'usine en fait partie. Merci, Marc. Ça fait plaisir. Alors voilà, on s'arrête à virage et on va revenir rester là. Nous sommes de retour et je suis maintenant accompagné de Paul Lepiné pour parler voitures exotiques. Et là, Paul, on va parler d'une voiture absolument extraordinaire, mais on va commencer avec le fondateur ou le gars de la compagnie pour essayer de le connaître un peu, Gordon Murray. Gordon Murray. Pour les fanatiques de Formule 1, c'est un nom qu'on connaît bien. C'est un gars qui a roulé sa bosse pendant une trentaine d'années en Formule 1. Puis dans les ingénieurs qui ont passé, on se souvient très, très souvent des pilotes. Les ingénieurs, on se souvient des très, très bons. Ça, c'est un qui est connu. OK. Fait que c'est un gars qui a été pendant presque 30 ans chez Brabham, une ancienne écurie qui a été menée par Bernie Ecclestone pendant longtemps. Puis ensuite chez McLaren. C'est un gars qui a son palmarès 56 victoires en Grand Prix, 5 championnats du monde des pilotes, puis 3 championnats par équipe. Donc, un palmarès très impressionnant. Après sa carrière en F1, il s'est dirigé chez McLaren où il a été à la tête du développement des voitures de route. C'est lui qui est le papa de la McLaren F1. OK. Puis la voiture dont je veux te parler aujourd'hui, c'est une voiture qu'il a construite dans sa propre compagnie, Gordon Murray Automotive, qui est, selon plusieurs, la successeur de cette voiture légendaire. Donc, lui, il aime les bolides qui vont vite à l'extrême. Il ne va pas en demi-mesure, il va justement à l'extrême. Il va à l'extrême, puis il pousse vraiment de construire des voitures pour conduire. OK. Donc, lui, il ne vise pas les voitures les plus rapides, il ne vise pas la puissance, il ne vise pas les tours de piste, il veut vraiment avoir l'expérience de conduite ultime. OK. Puis là, il va pas de main morte. Parle-moi de cette voiture-là qui est assez spectaculaire, puis il y a plein de caractéristiques qu'il faut jaser dessus. Oui, exactement. Elle s'appelle la T50. C'est une voiture qui a été dévoilée il y a à peu près 1 an et demi en pleine pandémie, alors que le monde avait besoin de bonnes nouvelles. Donc, ça a été une des voitures les plus acclamées que j'ai jamais vues. OK. Donc, c'est une voiture qui est équipée d'un moteur V12. Donc, on est parti de scratch sur à peu près tout. Le moteur a été développé sur mesure par Cosworth. OK. V12 atmosphérique de 3,9 litres qui développe 680 chevaux. C'est pas énorme, mais dans une voiture qui pèse seulement 980 kg, ça va donner des performances ahurissantes. On parle d'un 0-100 en 2,8 secondes en partant.
Le tout avec une transmission manuelle. OK, oui. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. On aussi. n'en voit plus beaucoup. Absolument. Surtout dans les exotiques, là, c'est absolument C'est très, ça. très rare. Ouais, exactement, exactement. Parle-moi de l'aérodynamisme de la voiture. Ouais. Quand il a conçu cette voiture-là, il voulait d'abord avoir un design qui serait intemporel. Dans 20 ans, dans 30 ans, il veut qu'elle soit encore belle. Donc, on est allé avec des lignes simples qui nous rappellent la McLaren F1. Donc, on n'a pas de gros ailerons, on n'a pas de gros diffuseurs, des grosses entrées d'air. Chose qu'on remarque, c'est à l'arrière de la voiture, il y a un gros ventilateur. Puis non, c'est pas une turbine pour propulser la voiture. C'est un aspect de l'aérodynamique. Que ce ventilateur-là, il vient aspirer l'air de sous la voiture pour créer l'effet de sol dont je t'ai déjà parlé dans les Formule 1. Absolument. Donc, on vient aspirer cet air-là. Ça colle la voiture au sol. On améliore l'appui de 50 grâce à ça. On améliore l'appui lors du freinage de 100 donc on double l'appui lors du freinage. Puis il y a différents modes à son. On peut aussi le mettre en mode streamline. Donc là, à la place d'aspirer l'air de sous la voiture, il aspire du dessus de la voiture. Donc ça permet de réduire la traînée de 12 Donc, plus de stabilité, mettons qu'on veut rouler sur l'autobahn à haute vitesse. Mettons. Mettons, c'est ça, exactement. Donc, tu peux ajuster ton aérodynamisme selon tes besoins. Exactement, exactement. Puis encore là, si on reste dans l'aspect conduite, si on regarde l'intérieur de la voiture, la première chose qu'on remarque, le siège central, comme dans la McLaren F1. Donc, le conducteur est vraiment toujours à l'avant-plan. Puis, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de fluff là, il n'y a pas des boutons partout. On a une console devant nous au niveau du conducteur. L'infodivertissement se contrôle à partir de là. Puis le reste, bien, les passagers sont assis de chaque côté. Un petit peu vers l'arrière. On commence à voir ce design-là, mais on voit vraiment son inspiration vient de la Formule 1. Oui, définitivement. Position centrale, c'est là que tu as la meilleure visibilité partout. Ouais. Cockpit très simple. Ouais. On voit que c'est quelqu'un qui veut du pilotage. Ah, c'est vrai, ça. C'est exactement ça. Puis dans une voiture qui va être aussi légère, dans une voiture qui va être puissante, ça va être une expérience de conduite formidable. Elle se compare déjà au Aston Martin Valkyrie, qui est littéralement une F1 pour la route. Donc, j'ai très, très hâte de voir ce qu'on va avoir au niveau des Les tours. disponibilités, les prix, ces affaires-là, c'est-tu quelque chose qu'on connaît? Il va en avoir 100 seulement. OK. Ils vont se vendre 3 millions de dollars la copie, américain. Au niveau des premières livraisons, on est attendu en 2022, mais c'est pas encore arrivé. Pas encore arrivé. Tu n'as pas reçu la tienne encore? J'ai pas reçu la mienne encore. Tu l'as pas encore reçu? J'espère que tu vas l'avoir très bientôt. Oui, effectivement. Mais j'attends encore mon press car pour aller l'essayer avec vous autres. Là. Ah, probablement. Merci beaucoup, Paul. Toujours un plaisir. Alors, Marc Bouchard a fait l'essai du tout nouveau Lexus RX. On s'en va écouter ça. Si on vous retrouve ici dans la région de Santa Barbara, au vignoble de la Presqu'île en Californie, c'est pas parce qu'on est venu faire du tourisme, c'est parce qu'on est venu participer à un des lancements les plus importants de l'année pour la compagnie Lexus, le nouveau Lexus RX 2023. Quand on vous parle d'un nouveau RX chez Lexus, on est vraiment sérieux parce que toutes les pièces de ce nouveau véhicule ont été entièrement retouchées. C'est une nouvelle plateforme, c'est un nouveau design, un nouveau style. On n'est quand même pas très loin de ce qu'on nous offrait jusqu'à maintenant, mais cette 5e génération a beaucoup progressé. Quand on la regarde d'ailleurs, on le constate rapidement, la calandre avant, qui n'a pas toujours fait l'unanimité, on l'a adoucie considérablement et on a même prolongé la couleur jusque dans la grille pour la rendre plus acceptable pour tout le monde. Honnêtement, c'est un très bel effet. On a aussi plusieurs déclinaisons du véhicule, une version 350 avec un moteur à essence 2,4 litres turbo. La version que l'on a aujourd'hui, que l'on essaie en premier lieu, c'est la version 350 hybride, celle qui devrait être la plus populaire. Et il y a une version 500 hybride qui est définitivement plus performante, dont on va vous parler un peu plus tard. En matière de style, cependant, les trois véhicules se ressemblent, vous l'aurez compris. On a conservé le capot avant qui se prolonge vers l'avant. C'est vraiment bien fait. La partie arrière a été légèrement remaniée. Même si tout ça a changé, on n'est pas vraiment loin du style que l'on connaissait déjà du côté de chez Lexus. Autre détail qui est particulièrement intéressant, c'est que ce Lexus, il est de fabrication canadienne. En fait, toutes les versions de ce véhicule-là seront fabriquées au Canada, à l'exception d'une version hybride branchable qui va arriver un peu plus tard dans l'année, mais on ne veut pas nous dire à quel moment ce sera le cas.
Particularité, si vous regardez la peinture, elle est unique, elle est métallique. C'est une technologie qui a été développée à l'usine canadienne, qui a remporté de nombreux prix au fil des années. On peut donc être fier de ce véhicule-là qui est assemblé au Canada. Reste à voir maintenant ce qu'il nous propose parce qu'il offre une nouvelle plateforme plus solide, plus rigide, un nouveau système de motorisation hybride dans toutes les versions, à l'exception de la version essence, et bien sûr des suspensions remaniées aussi. C'est donc sur la route qu'on va savoir si le nouveau Lexus RX 2023 est efficace. Comme on vous l'a dit, il y a plusieurs modèles du RX, mais nous, on conduit actuellement le 350H, donc un peu la version de base en modèle hybride. Moteur 4 cylindres, 2,5 litres, qui est jumelé à des moteurs électriques. Pourquoi je dis des moteurs électriques? C'est simplement parce qu'il y en a un à l'avant et un à l'arrière, parce que, bien entendu, le véhicule a un rouage intégral. Parmi les beautés de ce modèle-là, bien entendu, c'est l'économie de carburant. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur ce véhicule-là. Et on pense, même les gens de Lexus sont d'accord, que ce sera probablement le véhicule le plus vendu de chez la collection RX. C'est la version, en tout cas, qui devrait connaître le plus grand succès. Il faut dire que le RX est déjà un véhicule extrêmement populaire et que pour 2023, on n'a rien de moins qu'une ambition d'augmenter de 20 % les ventes globales du véhicule. Évidemment, je vous l'ai dit, plusieurs versions, mais il y a quand même des éléments qui sont communs, notamment le design intérieur, bien entendu. La qualité des matériaux, les types de matériaux vont changer selon les versions. D'ailleurs, il n'y a pas moins que 13 versions au total quand on regarde toutes les motorisations qui sont disponibles et les versions luxury, les versions premium. Mais dans l'ensemble, on est à peu près au même niveau. Version de base arrive avec un système, un écran 9,8 pouces au centre. Les versions un peu plus avancées ont un écran de 14 pouces avec le fameux interface Lexus qui est idéal quand vous êtes enregistré et que vous avez téléchargé l'application, qui est un petit peu compliqué quand vous ne l'avez pas fait. Par contre, ça nous permet de jumeler facilement vos téléphones intelligents, Android Auto, Apple CarPlay sans fil. Et ça, bien entendu, quand on roule dans les routes de Californie où on n'est pas exactement dans notre chemin habituel, bien, ça aide un peu parce qu'on peut s'en servir facilement. Dans l'ensemble, c'est un véhicule qui se comporte bien. Bien entendu, les suspensions sont adaptées à ce type de véhicule-là. C'est assez doux. On mise beaucoup sur le confort. Les accélérations ne sont pas foudroyantes. On parle d'un 0-100 en 7,2 secondes ou à peu près, avec les 245 chevaux du moteur, mais on n'a pas le couple parce que Toyota Lexus refuse en fait de donner le couple quand il est question de motorisation hybride. Pour le reste, bien, écoutez, on a un petit mode sport, on a même des palettes au volant dans la version qu'on a. On a à peu près, je vous l'ai dit, là, pour chacune des motorisations, 4 à 5 versions différentes qui ajoutent des options. Mais dans notre cas, on a une version qui est assez complète, confortable, toit ouvrant, quelque chose d'assez silencieux aussi, qui se comporte bien, pas très dynamique. C'est normal, me direz-vous, c'est pas l'objectif du RX. La beauté de la chose, c'est l'espace qu'on a à l'intérieur. Vous ne le voyez pas, mais mon caméraman actuellement est drôlement installé pour faire les images, mais il y a quand même de l'espace pour tenir sa caméra, ce qui est une excellente nouvelle. Alors, c'est une première impression d'un véhicule hybride, mais là, on aura l'occasion d'essayer un véhicule un peu plus puissant, la version hybride 500H. On a eu l'opportunité d'essayer à peu près toutes les versions disponibles. On a commencé la journée au volant du 350 de base, qui est doté du moteur turbo 2.4 à essence. On a passé une bonne partie de l'avant-midi à conduire la version hybride 350H, qui devrait être la version la plus vendue. On a même eu l'occasion d'essayer la version hybride branchable, la 450H, qui s'est avérée, ma foi, plutôt efficace et agréable, mais on n'a aucune spécification. Pourquoi? Bien parce qu'on vous l'a dit précédemment, c'est un véhicule qui va être commercialisé plus tard au Canada et les gens de Lexus ont préféré demeurer discrets quant aux capacités de leur véhicule. Mais à la fin de la journée,
je l'avoue, on s'est un petit peu gâté. On a gardé le meilleur pour la fin, le 500H. Bien sûr, le H indique que c'est un moteur hybride, mais dans le cas du RX, c'est une motorisation hybride différente de celle que l'on retrouve sur le 350H. L'idée, en fait, c'est qu'on a un moteur électrique sur l'essieu arrière qui a ses propres composantes électroniques, alors que normalement, c'est géré par les composantes électroniques avant. Ça permet d'avoir un rouage intégral très efficace, une motorisation hybride qui est aussi plus économique, nous dit-on, mais surtout un véhicule qui offre une capacité sportive, disons-le, un peu plus avancée. Comment? C'est qu'en utilisant l'essieu arrière, on est capable d'augmenter ou de ralentir la vitesse des roues, ce qui permet bien sûr d'avoir une conduite un peu plus dynamique. Attention, on parle quand même d'un Lexus RX, ce n'est pas une Formule 1, ce n'est pas là pour ça, mais malgré tout, le moteur est beaucoup plus puissant, on parle de 360 chevaux, 406 livres-pieds de couple, ce qui est tout à fait suffisant pour un véhicule de cette nature-là. Ce dont il faut absolument parler aussi quand on parle du Lexus RX, ce sont les technologies très abondantes qui sont embarquées. Dans le cas de la version 500, par exemple, et c'est le cas de toutes les versions, on a plusieurs modes de conduite. Dans ce cas-ci, de façon spécifique, on a des suspensions adaptatives. Quand on la place en mode sport, les suspensions vont répondre différemment, mais on va aussi modifier la réponse du volant, tout comme celle de l'accélérateur, ce qui va donner une conduite qui est définitivement plus agressive et on le ressent aussitôt qu'on appuie sur le bouton. Il y a bien sûr un mode personnalisable où on peut choisir les fonctions éco, confort ou sportive au choix. Ça nous permet donc de conduire et de personnaliser notre conduite selon le véhicule que l'on a. Il y a aussi une tonne de technologies qui sont dirigées vers la sécurité. C'est la suite de technologies embarquées de Lexus Safety Sense 3.0. Évidemment, vous aurez compris que certaines de ces options sont justement optionnelles, d'autres sont offertes de série, mais il y a des trucs intéressants, comme une assistance au stationnement qui vous permet de faire un stationnement parallèle ou perpendiculaire assez facilement. Une aide au changement de voie, c'est-à-dire que vous pouvez clignoter et la voiture va changer de voie elle-même. Vous avez bien sûr ce qu'on appelle le Track Lane Assist. On va vous permettre de rester au centre de la voie. La voiture va vous supporter. Et il y a toutes sortes d'éléments comme ça technologiques qui se sont ajoutés. On ajoute à ça un élément qui a fait rager mon caméraman, mais qui est pourtant très efficace, c'est l'ouverture des portières. Pourquoi? Parce qu'on a des portières, des ouvertures de portières qui sont électriques, électroniques même. Il suffit d'appuyer sur un bouton, la portière ouvre. Elles sont cependant reliées, ces serrures-là, aux caméras et au détecteur d'angle mort, ce qui fait que si, par exemple, il y a un véhicule, un cycliste ou un piéton qui s'en vient latéralement, vous ne serez pas capable d'ouvrir la porte. Mesure de sécurité oblige. On ne saurait non plus passer sous silence le fait qu'on a mis un système de son qui est absolument remarquable. Bien sûr, dans les versions de base, il est moins spectaculaire. Dans les versions comme celle-ci, on parle d'un système Mark Levinson qui est tout à fait digne d'une salle de concert. Bref, ça va très bien pour le Lexus RX qui offre à la fois les technologies les plus modernes et une motorisation qui, nous dit-on, parce qu'évidemment, vous aurez compris que c'est difficile pour nous de le prouver, on nous dit qu'elle est définitivement plus économique que par le passé. On peut le croire puisque la conduite du véhicule s'est définitivement améliorée. Est-ce que le Lexus RX est un véhicule sportif? Non. Est-ce qu'il va conserver sa première place au chapitre des ventes dans la catégorie des utilitaires, disons, de bonne dimension, parce qu'on dit qu'il est entre autres en compétition avec le Q7 et d'autres véhicules de cette taille-là? Moi, je vous dirais que oui, parce qu'il a conservé ce qu'il faisait de bien et il a amélioré ce qu'il fait encore mieux. Meilleure motorisation, meilleure réponse du volant, meilleure insonorisation et un détail dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est plus d'espace à l'intérieur, parce que même si le véhicule a la même longueur qu'auparavant, on a étiré l'empattement, on a élargi la voie arrière, ce qui donne plus d'espace de chargement et plus d'espace pour les passagers, en plus d'une longue liste d'options, incluant des sièges arrière ventilés et chauffants selon la version retenue. Bref, vous pouvez avoir à peu près tout ce que vous voulez dans le Lexus RX, mais chose certaine, vous aurez un véhicule qui est définitivement agréable à conduire. Nous sommes de retour pour la période des questions. Si vous voulez nous les poser, vos questions, 670-9078, poste 230 ou encore virage@telmac.tv ou via notre Facebook, c'est les façons de le faire. Messieurs, on a quand même des questions assez intéressantes aujourd'hui. La première nous provient de Claude. Il nous demande, allez-vous présenter bientôt la nouvelle Acura Integra?
Est-ce que c'est plus qu'une Civic cette fois? Et là, il fait mention, évidemment, et référence à la ILX. C'est difficile d'avoir des nouvelles d'Honda et Acura. On n'a pas présenté le CR-V, on n'a pas présenté encore le HR-V. Et il y a l'Integra également, donc on a du retard à prendre, mais on va contacter la compagnie pour essayer de faire en sorte qu'on puisse vous présenter ça le plus rapidement possible. Mais juste pour vous dire que l'Integra, si on regarde plutôt la Civic SI, c'est plus une Civic SI qu'une Civic. Mais le rendu est décevant. Là. Sur papier, j'ai hâte de la conduire, là, mais on nous avait montré des images spectaculaires, puis finalement, le rendu est un peu décevant. Ça a dégonflé pas mal. Ça a dégonflé rapidement. Moi, je conduis la Integra dans quelques semaines. On a l'impression qu'il n'y a pas personne aux relations publiques actuellement chez Honda. Est-ce que sont de, ça va pas vite. Il y a du monde, mais ça va pas vite. Ça va pas vite. Comme je dis, moi, je conduis l'Integra dans quelques semaines. D'ici 2 ou 3 semaines, je devrais l'avoir à l'essai. On pourra donc en parler davantage à ce moment-là. Mais effectivement, on sait qu'il y a quelqu'un, mais... C'est nébuleux, c'est nébuleux. Votre appel est important pour nous. Alors, M. Gignac, il dit, on regarde pour une voiture électrique d'occasion qui sera utilisée pour les commissions seulement. Donc, pas beaucoup de kilométrage par année, puis on veut payer le moins cher possible. On se dirige vers quoi? Une Nissan Leaf. Je pense que c'est un classique. Si vous en trouvez une. Oui. S'il en trouve une. Et le prix ne sera pas moins cher, va être à peu près le prix qu'elle aurait été payée flambant neuve. Parce qu'une... Ça dépend des années. Une que tu vas faire juste de la ville avec, là, ça prend celle avec la petite batterie, ça veut dire dans les années, 2016? Ça a commencé en 2012. 2012 à 2016, 2017, là. Effectivement. Donc, oui, ça va être une voiture qui va être quelques milliers de dollars, mais c'est pas mal la seule de cette époque-là qui va être en mesure. Là, il y a la Kia Soul. La Kia Soul peut être dans ces eaux-là. Oui, mais électriques, ils vont encore les vendre 15 puis 18 000. Oui, mais d'après moi, on ne doit pas être loin d'une Leaf. Là. On n'est pas tellement loin. En tout cas, bref, on va voir. Magasinez vos véhicules, mais il y a une Soul qui pourrait être pas trop chère de la même époque, puis la Nissan Leaf. Alors ici, on a M. Gagné qui dit « J'aimerais savoir s'il existera bientôt un véhicule électrique convertible, 4 passagers, bien abordable, sinon un cabriolet hybride, donc toujours abordable, donc dans le budget abordable, là, on s'entend, là, c'est 45 à 55 000 dernière tentative, un cabriolet dans les mêmes prix, mais le plus économe possible. Donc, évidemment, là, donc on va avoir un cabriolet, on va avoir de l'économie, on va avoir peut-être une voiture électrique décapotable. Ça va être long pour la structure du véhicule. Puis 4 places. Je veux dire, déjà, des cabriolets 4 places à essence, il n'y en a pas, ou à peu près pas. Tu vas aller chercher une Mustang, tu vas chercher ce genre de véhicule-là, mais c'est très, 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 très rare. Déjà, les cabriolets, c'est un marché qui est à l'abandon chez nous, pas mal. Avant d'avoir une version électrique de ça, moi, je ne retiendrai pas mon souffle. Là. Non, moi non plus. Quoi c'est qu'il y avait? Toyota Solara qu'il y a déjà eu? Oui, la Camry Solara. Mais c'est pas hybride, mais c'est pas électrique. Il n'y a rien. Il n'y a rien actuellement. Ça, c'est comme aller chercher une Lexus SC 430. Pour Toyota, ça serait facile de faire, par contre, un véhicule décapotable hybride. Là. Je pense que ça pourrait se faire facilement. Oui, mais il y en a pas. Électrique, j'y crois moins. Là. Puis à 45 à 55 000, je suis obligé de vous dire que malheureusement, c'est le prix des voitures à essence actuellement, cabriolet. Si tu vas te chercher une Mazda MX-5 cabriolet un peu équipée, tu es dans le 40-45 000. Là. Absolument. Fait que, avant d'arriver à une électrique qui va être au même niveau, je pense qu'il y a de l'attente à faire pas mal. OK, il y a Michel qui nous demande je suis intéressé à acheter une Lexus LS 460 All-Wheel Drive 2014, 160 000 km. À quel prix dois-je payer? Est-ce que c'est une voiture en excellente condition? Donc, déjà là, j'imagine qu'on a dû faire l'inspection et tout. Moi, j'ai fait mes petites recherches, là, ici et là, et ça vaut entre 27 et 32 000 selon l'état du véhicule que vous avez fait, les pneus et les freins. Si tout ça est beau, vous avez même 8 pneus et tout. L'intérieur, l'esthétique est belle. C'est plus du côté de 32 000 Si tout ça n'est pas beau, c'est plus du côté de 27 000 C'est ce que ça vaut maximum selon moi, parce que le kilométrage est pas bas,
Mais moi, je trouve que le kilométrage, il n'aide pas vraiment. 160 000 km, mais c'est des voitures Ben, de grande qualité. Alors, c'est des voitures qui n'ont pas de problème, ça va durer pour la vie. Là. C'est un 8 cylindres qui peut faire... Ça peut facilement. Ça peut aller faire au-delà de 10 ans 300 encore. 000, Donc, là. je pense que oui, s'il est bien entretenu, je pense que ça peut bien aller. Il y a Renault qui nous dit qu'il y a une rumeur selon laquelle on pourrait avoir ici des Peugeot, des Citroën ou des voitures européennes. Donc, une nouvelle marque qui arriverait chez nous bientôt. Je pense que ça va arriver via d'autres franchises. En fait, Peugeot avait annoncé qu'il voulait revenir à compter de 2026. Sauf que, encore une fois, ça va effectivement... Tout ça semble un peu compromis. Là. Ça avait été annoncé il y a déjà plusieurs années, je te dirais. Donc, non, je ne pense pas que ça va arriver bientôt. On va faire, en fait, ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire qu'on va utiliser probablement des véhicules européens qu'on va être capable de faire homologuer puis qu'on va vendre sous d'autres bannières chez nous. Ça se fait dans l'autre sens actuellement. Je pense qu'on devrait être capable de le faire. Peugeot et Citroën sont sous Stellantis. Actuellement. Oui, Peugeot Citroën, c'est avec Stellantis. Donc, moi, je pense qu'on va peut-être prendre quelques divisions de là et les ramener. Ouais. Là, Je ne vois pas qu'on ouvre... retravailler des autos dans ce sens-là. On n'ouvrira pas de nouvelles franchises, absolument pas pour ces voitures-là, je pense pas. Non, on va... Étant donné qu'ils appartiennent déjà à des groupes, C'est ça. c'est la même affaire avec Renault. Là. Renault va revenir avec Nissan probablement ou Ou Mitsubishi. Mitsubishi Plus. On parle déjà là, du C'est déjà des RVR qui rumeurs. pourrait être le Renault Capture, Ouais. presque. Dans ça, mais de voir arriver une nouvelle division, déjà qu'il y a Imperium, tu sais, il y avait déjà Chinois Oui, oui, c'est vrai. qui devait rentrer, puis ça tarde. Alors d'arriver de nouvelles divisions ici, développer un réseau de concessionnaires, je pense que c'est plus vraiment viable là, de faire ça, puis de repartir à neuf avec quelque chose qui n'existe plus. Puis c'est plus le modèle d'affaires. Hein. Les nouvelles compagnies arrivent avec des ventes en ligne, donc tu n'as plus de réseau de concessionnaires de cette nature-là. C'est beaucoup plus vers ça que ça irait s'il y a quelque chose qui va être mis sur le marché. Moi, je ne vois pas rien dans le moment. Merci beaucoup, messieurs. Ça fait plaisir, mon Daniel. cher. Merci. Voilà, alors c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. Il me reste qu'à vous souhaiter une agréable semaine et on se reparle très bientôt, la semaine prochaine, mardi soir, 21h30, pour un autre Virage. Cette émission vous a été présentée par IA Service aux concessionnaires. Trouvez la tranquillité d'esprit avec les meilleures protections offertes chez vos concessionnaires automobiles et de véhicules récréatifs. Et par les centres d'inspection technique CA Québec.